cours de laquelle nous allons vous communiquer nos résultats de 2021. Et au-delà de cela, donc, état du patrimoine, état de la dette et des perspectives 2022. Comme les années précédentes, Ronan vous parlera donc du patrimoine, Francis de la dette et des résultats. Et moi-même, je reviendrai à la fin pour évoquer avec vous les perspectives de 2022 et puis également un aperçu donc, des 5 années à venir. Préalablement à cela, je vais vous faire état donc, de quelques événements significatifs. Il faudrait tourner, Francis. Voilà. Tout d'abord, notre année 2021 est exceptionnelle en termes donc, de progression des résultats, puisqu'ils progressent de 140%, résultat net. Alors du fait, on le verra tout à l'heure, du fait de pour une grande partie de la contraction donc, des taux de capitalisation. Deuxième point significatif, très significatif, le dividende qui initialement était prévu à 2,30, nous le passons, nous allons le proposer à 2,60 à l'Assemblée générale du 24 mars, ce qui représente donc par rapport à l'année dernière de 2,10 une progression de 24%. Quelques événements significatifs. Premier desquels, je voudrais vous faire part de la conception et de la réalisation d'Autonome, l'entrepôt à bilan carbone neutre, dont nous parlerons donc tout à l'heure dans le détail, de manière un peu plus détaillée. L'émission obligataire émise en novembre de l'année dernière de 500 millions au taux de 1%, avec une maturité de 5 ans. Et donc ça, effectivement, c'est un facteur très favorable pour la baisse du coût de la dette pour les années à venir, dès 2022 d'ailleurs. Et dans le cadre de notre métier, la livraison en août de l'entrepôt Amazon de Metz, qui est très significatif de par son format, donc de 185 mm² développé sur 4 étages, R+3, complété, donc, qui fait l'objet d'un bail commercial de 15 ans, générant environ 9 millions de revenus locatifs par an. Un aperçu donc, des chiffres clés maintenant, comme d'habitude décomposé en trois parties, le patrimoine, la dette, les résultats. Donc le patrimoine est valorisé à 3,75 milliards, soit une progression de 24% par rapport à l'année dernière. Il a été capitalisé et valorisé à partir d'un taux de capi de 4,30 et nous venions de 5,05. Et les surfaces développées sont de 3 millions 3, pardon, et nous venions de 3 millions. La dette, alors la dette nette est pratiquement constante par rapport à l'année dernière, puisqu'effectivement nous avons levé une émission obligataire, mais qui se retrouve en trésorerie. Et donc la dette nette, vous savez, c'est la dette brute moins la trésorerie. Le ratio d'endettement, donc, s'est largement amélioré, puisque nous venions de 54% et désormais nous sommes à 43%. Donc ça, c'est un facteur très favorable. Et le coût de la dette est de 1,50 au 31/12 donc 2021 et nous venions de 1,65 l'année dernière. Les revenus locatifs ont progressé de 10% à hauteur de 157 millions. Le résultat net, donc nous l'avons vu tout à l'heure, 676 millions. Le résultat récurrent, c'est quand même peut-être le socle le plus résiduel, le plus résilient, pardon, et le plus important, dans la mesure où il est constant. Enfin, il est le facteur, je dirais, sur lequel on ne peut pas, les taux de capi n'ont pas d'impact, qui progresse donc de 8% à 112 millions. Et l'ANR EPRA, donc le NRV, c'est-à-dire c'est l'ANR de reconstitution, est désormais à 103 €, soit une progression donc de 41%. Et finalement, tout de suite, si on fait un flash, par rapport au cours d'aujourd'hui, finalement, nous ne sommes, par rapport à cette ANR, nous ne sommes surcotés que de 9-10%. Dans le dividende, tout à l'heure, je me répète, donc il est de 2,60 et il marque une progression de 24% par rapport à celui de l'année dernière. Et il va générer, on le verra tout à l'heure, un rendement sur la base de la moyenne des taux de décembre de 113 €. Il va générer un rendement de 2,3%.
voilà le schéma, voilà l'illustration de l'évolution et de la valorisation donc du patrimoine et de la dette. Et on remarque effectivement que la LTV est baissière. Et c'est un facteur important parce que, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais l'émission obligataire que nous venons donc d'émettre a fait l'objet donc préalablement donc d'une notation de Standard & Poor's. Et là, il est bien évident que le ratio d'endettement est un facteur qui est regardé de très près avec celui de la dette sur EBITDA. Alors voilà donc le schéma voilà notre schéma. Avant de passer la parole à Ronan, je vais vous dire un mot sur notre plan climat, sur lequel nous avons déjà communiqué l'année dernière, il y a 2 ans d'ailleurs, concernant les entrepôts existants. Alors les entrepôts existants, les nôtres et ceux de la profession d'une manière générale, sont chauffés au gaz. Or le gaz, vous le savez, c'est le principal émetteur de CO2 puisque un kilowattheure de gaz émet environ 300 grammes de CO2. Alors nous avons engagé un plan donc, de remplacement des chaudières gaz donc par des neuves à haut rendement et ça va nous permettre donc de réduire les consommations de 20%. Appliqué au patrimoine, cela représente 27 000 tonnes par an à partir du moment où le plan sera totalement exécuté, un tiers ayant été exécuté en 2021. Pour les nouveaux entrepôts, ce sera désormais autonome donc notre standard et je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on va le décrire une planche plus loin et c'est effectivement un événement, me semble-t-il, très significatif, important dans la production, de la construction des nouveaux entrepôts. Notre conception du photovoltaïque. Donc nous avons initié cette problématique dès 2018, avant même que ce soit obligatoire, et nous avons opté d'emblée pour l'autoconsommation. Nous pensons que c'est très vertueux que de produire là où on consomme. Et donc, d'ailleurs, le prolongement de cette idée de 2018, au travers donc d'autonome, donne du poids à cette orientation de début. En 2021, nous avons autoconsommé 3600 MWh, ce qui représente une économie d'émissions donc de 215 tonnes de CO2. Et naturellement, avec désormais autonome, nous allons produire beaucoup plus et donc faire davantage d'économies de CO2. Alors, un mot maintenant peut-être sur autonome. Alors, autonome est équipé d'une centrale photovoltaïque, donc classique, mais elle est, cette centrale, complétée donc d'un ensemble de batteries de stockage dont la production donc, de l'ensemble est autoconsommée. Autrement dit, on consomme en direct la production de la centrale, le surplus est stocké donc, dans les batteries et autoconsommé lorsqu'il n'y a plus de soleil. Donc avec ça, naturellement, on va augmenter considérablement le degré d'autonomie d'énergie de l'entrepôt. Alors nous avons opté pour un chauffage à pompe à chaleur électrique, RR, et ce qui permet également non seulement de chauffer, mais donc de faire du rafraîchissement. Et c'est un élément de confort qui sera appréciable pour les années à venir. Et donc le gaz est banni. Donc ça a été, comment dire, une décision pas facile à prendre dans la mesure où, il faut le dire, ces équipements-là ont pour effet d'augmenter légèrement donc le prix de revient, mais qui est largement compensé au bénéfice du preneur par les économies d'énergie dont on pourra parler un peu plus loin peut-être. Alors, au-delà de cet équipement, enfin de cet équipement de la centrale photovoltaïque plus ces batteries, l'ensemble est équipé donc d'un système donc, de mesure et donc d'affichage des consommations. Alors, sur le schéma qui apparaît à l'écran, la surface rouge qui devrait représenter la totalité de la surface, mais elle est comment dire, recouverte par une tache verte. Donc la totalité du rouge, c'est la consommation totale du site. Et la tache verte représente l'énergie verte produite et autoconsommée. Je dois vous dire que sur ce schéma-là, qui est un vrai schéma,
autonome n'existait pas à l'époque. Mais effectivement, avec autonome, on va prolonger le verre de manière très considérable. Voilà. Voilà donc autonome. Je me résume. Une centrale photovoltaïque et des batteries de stockage. Un chauffage par pompe à chaleur électrique. Le gaz est banni. Et cet ensemble-là produit davantage d'énergie verte que ne consomment le chauffage et l'éclairage. D'où le bilan carbone neutre sur ces deux aspects-là. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Ronan, qui va vous donner une description d'abord de notre parc et préalablement un petit mot sur le marché de l'immobilier logistique en France. Bonjour à tous. Donc effectivement, un petit mot sur le marché immobilier logistique en France. Donc, à fin 2021, on dénombre environ 63 millions de mètres carrés de surface d'entrepôt de plus de 5000 mètres carrés, dont 66% sont en location. Argan, avec 3,3 millions de mètres carrés, représente 5% du marché global. On retrouve sur la carte de droite les implantations donc, dans les grandes agglomérations, avec une plus forte densité sur la dorsale nord-sud, Lille, Paris, Lyon, Marseille. Concernant le marché de l'investissement, donc toujours en France, les volumes investis en logistique en 2021 se sont élevés à 4,9 milliards. Donc nous sommes dans le haut du panier sur les 5 dernières années. Et nous pouvons noter que cette classe d'actifs logistiques attire une part croissante des investissements à hauteur de 20% du marché de l'immobilier d'entreprise. Voilà, donc la logistique, par exemple, cette année, est devant la classe d'actifs des retail. Concernant les développements, il s'en est construit en 2021 environ 1,3 million de mètres carrés, dont 500 000 mètres carrés en compte propre et 800 000 en clé en main locatif, ce qui constitue notre marché Argan. Et donc, Argan a développé et livré en 2021 environ 250 000 mètres carrés de clé en main locatif, avec, il est vrai, une année exceptionnelle avec les surfaces de 185 000 mètres carrés de Metz Amazon. Voilà, étant précisé que nous tournons avec une moyenne annuelle d'environ 70 000 mètres carrés. Donc voilà une slide qui retrace l'évolution des taux de capitalisation. Donc les taux de rendement prime des entrepôts sont passés de 6% en 2015 à 3,25% en 2021. Donc une baisse très importante. Et ils ont été quasiment divisés par 2 en 6 ans. Concernant l'évolution des taux d'intérêt, les taux d'intérêt ont connu une baisse inédite et l'indice de référence TEC 10 ans est passé de 3,30% à moins 0,01 entre 2011 et 2021. Une slide concernant les règles environnementales et d'urbanisme. Les dossiers de demande de permis de construire et d'autorisation environnementale se sont considérablement étoffés et complexifiés en raison des évolutions réglementaires. À titre d'exemple, la loi de août 2016 pour la biodiversité a rendu quasiment impossible l'obtention d'une autorisation environnementale dès lors que le terrain d'assiette du projet renferme une espèce protégée, que ce soit de la faune ou de la flore. Et d'autre part, l'ordonnance du 26 janvier 2017 encadrant l'autorisation environnementale unique et la réforme des études d'impact a incorporé donc des nouvelles étapes supplémentaires et aléatoires dans un processus d'obtention des autorisations déjà lourd. Néanmoins, ces difficultés croissantes constituent, selon nous, une opportunité pour les sachants et donc un frein
pour que des nouveaux entrants s'intéressent donc à cette classe d'actifs logistiques. Donc les points clés des années à venir, donc les facteurs favorables que sont le développement du e-commerce, donc qui a été boosté par la crise sanitaire, le développement de la logistique urbaine, donc qui s'est également développé avec les livraisons à domicile, et puis donc des freins que sont donc des contraintes liées donc à la diminution de l'empreinte carbone des entrepôts, le durcissement des règles environnementales et les restrictions de l'artificialisation des sols. Je vais vous parler de nos clients locataires. Alors, tout d'abord, une slide pour vous rappeler le positionnement d'Argan, qui maîtrise en interne toute la chaîne de création de valeur. Donc, nous avons en interne une équipe dédiée au développement qui intervient depuis la recherche et l'identification des clients et des fonciers jusqu'à la construction et à la livraison des entrepôts aux clients, en passant bien évidemment par la conception et l'obtention des autorisations de construire. Une fois l'actif livré au client, c'est la gestion locative et le property, donc toujours réalisé en interne chez Argan, qui prend le relais pendant toute la vie du bail. Et donc cette organisation et ce positionnement sont des points forts très appréciés par nos clients, et cela nous différencie de nos confrères et concurrents, notamment les promoteurs, qui eux vendent donc l'actif et potentiellement à des fonds et dont la gestion est ensuite confiée à un asset manager et donc un troisième acteur. Donc vous avez là un aperçu de la cinquantaine de nos clients locataires de premier plan, avec pour les plus importants Carrefour, FM Logistique, le groupe Casino, Castorama, Auchan, L'Oréal, Géodis, etc. Amazon cette année. Alors concernant la répartition des clients par secteur économique, c'est la distribution alimentaire qui constitue le premier secteur économique dans lequel évoluent nos locataires. Donc 44%, donc en légère baisse par rapport à l'année dernière. Ensuite, c'est le secteur de la logistique et du transport, à hauteur de 21%. Et les pure players du e-commerce, donc avec Amazon, sont en croissance et représentent 8% de nos revenus locatifs. Alors cette slide représente ou présente la répartition des revenus locatifs par client locataire. La part de Carrefour représente 31% de nos revenus locatifs. Elle est en baisse par rapport à l'année dernière. On était à 34%. Et le risque locataire Carrefour est réparti sur 24 sites, dont le plus gros représente seulement 2,5% de nos loyers. Ensuite, entre 5 et 8% de nos revenus locatifs, nous avons FM Logistique, Casino, Géodis, Amazon, Auchan et Decathlon. Donc, toujours concernant nos loyers, donc, sur le schéma de gauche, donc un facteur très favorable pour Argan, à savoir l'augmentation de la durée ferme résiduelle moyenne de nos baux, qui monte à 5,9 ans, à comparer donc à 5,7 en fin d'année dernière. Et donc cette durée ferme de baux représente des loyers sécurisés à hauteur de 960 millions d'euros. Autre facteur favorable, c'est la part très majoritaire à hauteur de 77% des chargeurs, car les chargeurs ont une implantation plus pérenne sur nos sites que les logisticiens. Nous passons à la présentation du patrimoine.
Donc voilà une présentation détaillée de notre entrepôt autonome que je vous laisserai lire dans le détail. Retenez donc ce que vous a dit Jean-Claude tout à l'heure. Donc retenez que en fait on équipe l'entrepôt avec des pompes à chaleur électriques RR en toiture. Donc c'est la photo de droite, c'est la pompe à chaleur. La centrale photovoltaïque, donc ça c'est classique. Donc elle est également en toiture et elle est étendue par rapport à un entrepôt classique. Ensuite, on équipe également cet entrepôt avec des LED intelligents, donc avec des détecteurs de présence et puis asservis à l'éclairage naturel. Ensuite, donc la centrale, les panneaux solaires sont couplés à des batteries de stockage au lithium. Et donc, cela nous permet que l'entrepôt soit alimenté donc, pour l'ensemble de ses besoins à hauteur de 50%. Donc on va couvrir 50% des besoins de l'entrepôt. Et on va couvrir 100% de ses besoins en éclairage et en chauffage. Donc on est sur le plan de l'éclairage et du chauffage. On a un bilan carbone neutre. Autre événement significatif en 2021, bien évidemment la livraison de l'entrepôt de 185 000 m² loué à Amazon. Donc il est sur 4 niveaux comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et donc ça représente 26 terrains de foot. Et nous avons également une certification BREEAM Very Good sur cet entrepôt. Les chiffres clés du patrimoine qu'on a déjà vu en partie tout à l'heure. Donc la valo à 3 750 millions en hausse de 24%. Les surfaces, 3 265 000 m² en hausse de 9%. Le taux d'occupation qui reste exceptionnellement élevé à hauteur de 99%. Et puis, on va rentrer dans le détail sur certaines informations. Alors, dans le détail, l'évolution de la valeur de notre patrimoine. Et donc à fin 2020, nous étions à 3 12 millions. La valorisation de juste valeur du patrimoine, donc à périmètre constant, s'élève à 379 millions. La cession du portefeuille de 4 actifs à Groupama pèse à hauteur de 49 millions. Et se rajoute à cela la valorisation des investissements 2021 à hauteur de 403 millions. Ce qui nous amène à fin 2021 à 3 745 millions, soit une hausse de 24%. Le taux de capitalisation ressort à 4,3% hors droit, donc soit une forte compression de 75 points de base par rapport à 2020. Néanmoins, nous pensons que ce taux est prudent si on le compare au taux prime de référence qu'on a vu tout à l'heure de 3,25%. Donc voilà une slide sur la répartition de nos plateformes. Sur la carte de France, on est en phase avec la répartition du parc national qu'on a vu tout à l'heure, avec néanmoins pour Argan une présence accrue en Île-de-France, qui est de loin le premier marché national. Par typologie, les 2 tiers de nos sites sont des entrepôts classiques à température ambiante et le tiers restant sont des entrepôts réfrigérés ou mixtes ambiants réfrigérés et aussi des messageries qui se développent avec la logistique du dernier kilomètre. La surface moyenne de nos sites est d'environ 35 000 m² et l'ancienneté moyenne est de 10 ans. Pour terminer, les investissements de 2021, donc nous avons réalisé 240 millions, donc avec des développements et des acquisitions, dont le rendement moyen est de 5,7%.
Alors, donc, par ordre chronologique, on a livré un entrepôt de 14 000 m² à côté de Nancy, à Colreuth, pour une durée ferme de 9 ans. Un autre développement à Écrennes, à côté d'Orléans, pour FDG, pour une surface de quasiment 20 000 m², avec un bail qui a pris effet pour une durée ferme de 9 ans. Au mois d'août, la livraison d'Amazon Metz. Et ensuite, également, l'acquisition de 3 sites, Le Plessis-Pâté, Rognac, Lens, donc l'acquisition de 3 sites existants auprès de Carrefour, dans le cadre d'une SCI commune que nous avons créée avec Carrefour, dont Argan est actionnaire à hauteur de 60%. Et donc, le premier site du Plessis est loué à Carrefour pour 6 ans. Et dans les 2 autres sites, nous réalisons donc les travaux de réhabilitation. Ce sont des 2 sites qui ont environ une vingtaine d'années. Nous réalisons donc les travaux de réhabilitation et ils sont loués déjà donc à Rognac pour 2 locataires, Portman et Provac, et en cours de location sur le site de Lens. Donc voilà pour les investissements 2021 et je passe la parole à Francis. Merci Ronan. Je vais vous parler de la dette en démarrant par l'événement significatif et principal de l'année dont vous a parlé Jean-Claude en préambule, à savoir donc cette émission obligataire d'un montant de 500 millions que nous avons émise en novembre 2021 à échéance 5 ans, donc novembre 2026, qui est assorti d'un coupon annuel de 1,011%. Donc ce taux assez exceptionnel pour nous résulte principalement de la qualité du crédit d'Argan. Nous sommes désormais notés par Standard & Poor's Investment Grade avec une notation triple B-, avec une perspective stable. Et donc le produit de cette émission sera affecté au refinancement de nos 2 emprunts obligataires à leur échéance, en 2022 et 2023. Une partie de ce produit nous servira également à refinancer une partie de notre dette sécurisée habituelle, qui nous coûte cher, et donc on va pouvoir renégocier et améliorer le coût de cette dette. Et enfin, le solde servira au financement de notre croissance. Donc, le coût de la dette, il est de 1,50 à fin 2021. On voit sur la partie droite du slide que ce coût est en baisse très régulière depuis maintenant 6 ans. Nous étions encore à 3,30 en 2015. Nous avons donc gagné 180 points de base sur le coût de cette dette pour arriver à 1,50 en 2021. Et nous savons d'ores et déjà, et on se fixe pour objectif, de le faire baisser encore, ce coût de la dette. Nous serons à 1,35 en fin 2022, grâce au refinancement et renégociation de prêts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous serons à 1,20% en coût moyen annuel en 2023, une fois que nous aurons remboursé les émissions obligataires précédentes qui ont été souscrites à des taux plus élevés que cette dernière. Sur la partie gauche, la répartition de cette dette par nature de taux. Donc nous avons 35% de notre dette qui est à taux fixe. On additionne l'émission obligataire qui est au taux fixe également, qui représente 30%. 29% de la dette est souscrite à taux variable sur laquelle nous prenons des couvertures, ça représente 29%. Et donc il nous reste finalement que 6% de notre dette qui est en taux variable et qui reste exposée à une éventuelle augmentation de l'Euribor, mais donc c'est assez marginal. Et la maturité de cette dette est un petit peu en baisse du fait de l'émission obligataire qui n'a qu'une durée de 5 ans. La maturité globale de la dette est aujourd'hui de 6,8 ans. L'indicateur clé de la dette, donc c'est bien évidemment la LTV hors droit. Elle est de 43% à fin 2021, donc en baisse également assez régulière depuis quelques années. Elle était de 54% encore à l'exercice précédent. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à la présentation des résultats de l'exercice. En préambule, quelques rappels sur nos fondamentaux financiers.
Donc nous avons une gestion qui est basée sur les flux de cash. On regarde en permanence les flux de trésorerie. La structure de notre dette, elle est constituée à 70% de dette hypothécaire, amortissable, et à 30% de dette obligataire, remboursable in fine. Je l'ai dit, on cherche en permanence à réduire ce coût de la dette, donc on la renégocie en permanence. À côté de ça, nous avons une maîtrise de nos frais de fonctionnement, qui représentent moins de 6% de nos revenus locatifs. Et enfin, nos flux de cash, nous essayons d'avoir une allocation équilibrée de ces flux entre le paiement d'un dividende et l'autofinancement de la croissance. Cette croissance, on la voit sur ce slide, qui représente nos revenus locatifs depuis la création d'Argan en 2000. Le taux de croissance annuel moyen est de 23%, avec, on a vu, 2021 par rapport à 2020, c'est une croissance de 10%, et on se fixe un objectif 2022 de revenus locatifs à hauteur de 163 millions, qui représentera une croissance de 4%. Alors, une petite analyse de l'évolution de ces revenus locatifs. Donc, nous étions en 2020 à 142,4 millions. Les immeubles que nous avons développés en 2020 ont produit en surplus et fait année pleine 9 millions de revenus en 2021. La colonne suivante, 1,4 million, ça représente la renégo des baux et révision 2021. En fait, ce 1,4 million, il se décompose entre 1,1 million, qui est représenté par une indemnité de sortie de bail anticipée. Donc le locataire nous a payé en une fois le montant des loyers restants à payer, et nous avons reloué dans la foulée cet entrepôt. Et les 0,3 restants représentent la révision positive que nous avons perçue en 2021, malgré des indices ILAT qui étaient en baisse. Donc nous réussissons cet exploit parce que nous avons des baux qui comprennent des préindexations ou des tunnels. L'effet vacances est quasi nul. Les livraisons et acquisitions de l'exercice 2021 ont représenté au prorata 6,8 millions de loyers additionnels. Et enfin, les cessions que nous avons opérées en 2020 et 2021 nous font perdre 2,8 millions de loyers. Et donc on arrive à 156,8 millions de revenus pour l'exercice 2021. Les résultats, donc, on commence par l'indicateur qui nous paraît le plus pertinent, le résultat net récurrent, qui augmente de 8%. Donc on calcule assez facilement en partant des revenus locatifs de 156,8 millions. Nous déduisons nos charges courantes à hauteur de 12,8 millions. Nous rajoutons la partie financière, produit de trésorerie 0,2, et déduisons la partie des intérêts sur notre dette à hauteur de 29,5 millions. Et nous traitons également les frais d'émission, les étalements d'emprunt à hauteur de 2,8 millions. Donc notre résultat récurrent est de pratiquement 112 millions et ça représente 71% de nos revenus locatifs. En actions, cela représente 5 € par action à comparer à 4,60 € l'exercice précédent. Le compte de résultat consolidé en norme IFRS, donc les revenus locatifs, on les connaît. L'EBITDA est de 147 millions 100. Là, on a un indicateur que l'on suit également, qui est cet EBITDA ramené aux revenus, qui se situe toujours aux alentours de 92-93%. Il est de 92% cette année. Ensuite, on en a parlé également, le patrimoine s'est bonifié, et donc ça crée une variation de juste valeur très importante de 542 millions 5. Et nous avons la ligne suivante, les résultats de cession. Donc on voit en fait que lorsque nous vendons un patrimoine, nous faisons quand même un résultat de cession positif par rapport à la juste valeur qui est dans nos comptes. Donc 18,5 millions en 2021. Et donc on additionne et tout ça et on arrive à l'EBITDA, donc après ajustement des valeurs, qui est de 708 millions et qui représente une croissance de 124%. La partie financière, donc on l'a vu également tout à l'heure, les produits de trésor, les intérêts sur emprunt à hauteur de 29,5 millions, 6 millions 100 d'instruments dérivés et frais d'émission. Et donc le résultat avant impôt s'élève à 672,7 millions, une croissance de 139%. Impôts et autres charges financières, ça c'est la partie IFRS, le traitement IFRS de nos couvertures de taux. Donc on voit que c'est positif. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle parce que ça bonifie le résultat, mais quelque part ça montre que les projections d'évolution des taux sont plutôt à la hausse. Et donc nos couvertures de taux ont pris cette année de la valeur. Et donc le résultat net dilué par action est de 29,70 €
à comparer donc à 12,51 € l'exercice précédent. Là, on voit sur ce graphe l'évolution des critères dont on vient de parler. Donc, le revenu locatif, qui est la courbe verte, les frais de fonctionnement et les intérêts d'emprunt, qui nous amènent au résultat net récurrent, qui est de 112 millions et qui représente 71% des revenus locatifs. L'ANR, donc nous suivons les 3 ANR EPRA. On présente ici un focus sur l'ANR de reconstitution, donc le NRV. Il était de 73 € à fin 2020, il est de 102,50 € à fin 2021, soit une croissance de 41%, qu'on analyse sur ce slide. Donc 73 € à fin 2020. Le résultat net, donc le résultat récurrent, ramène 5 € par action. Le dividende qui est payé pour part en numéraire et pour part en action, moins 1,10 € et moins 0,9 €. Les droits de mutation, comme le patrimoine se bonifie, les droits de mutation augmentent. Et donc là, on est en droit compris, donc ça représente une croissance de 2 €. Et enfin, l'importante variation de juste valeur du patrimoine, qui représente 24,50 € par action. Un petit mot sur notre dividende, et on parlera du cours de bourse. Donc notre dividende, Jean-Claude l'a dit également en préambule, nous le faisons croître de 24%, ce qui représentera un rendement de 2,30 € si on prend la moyenne du cours de décembre, qui est de 113 €. Sur ce slide, on présente déjà l'objectif qu'on se fixe pour 2022 pour le dividende. Il devrait se situer à 2,75 €, ce qui représentera une croissance de 6%. Et ça représente le dividende de 2021, une distribution de 51% de nos cash flows. Le cours de l'action, donc, il était de 116,40 € au 31 décembre, ce qui représente une croissance de 39%. Cela représente une capitalisation boursière d'Argan de 2,630 milliards. Les chiffres en bleu, donc, c'est le petit rappel de ce qu'on vient de voir. Le résultat net par action est de 30 €. Le résultat récurrent par action est de 5 €. La NR EPRA NRV de 103. On peut calculer le PER, donc le cours sur le résultat récurrent, qui s'élève à 23. Et donc le rendement, on l'a vu également, de 2,3%. Sur la slide de gauche, on voit l'évolution du cours comparé aux indices dont nous faisons partie, à savoir le CAC All Share et l'indice SIC. Donc sur 2021, le cours d'Argan a progressé de 39%, à comparer donc au CAC All Share qui a progressé, lui, de 29%, et à l'indice SIC qui a progressé, lui, de 10%. Donc on voit sur ce graphe que le cours d'Argan a été multiplié par 5 en 5 ans. Le camembert, c'est la répartition du capital d'Argan. La famille Leland détient donc 40,3% de la société. Predica, qui est le plus gros actionnaire hors famille, représente 16,5%. Tout le reste, donc 43,2%, c'est du flottant, avec aucun actionnaire qui représenterait plus de 4 ou 5%. Un petit exercice. Quelqu'un qui aurait investi 100 € en achetant des actions Argan en 2017, eh bien aujourd'hui, il serait à la tête d'un pécule de 538 € s'il avait réinvesti tous les ans son dividende en actions Argan. Et donc les 538 € seraient constitués de sa mise de départ de 100 €, de 366 € qui est la plus-value réalisée grâce à l'augmentation du cours de bourse, et de 72 € qui serait la valeur des actions qui auraient été réinvesties dans les dividendes. Je vais repasser la parole à Jean-Claude pour présenter les objectifs 2022. Oui, merci Ronan, merci Francis. Juste un mot peut-être pour mettre l'accent sur la dette. Donc vous avez vu qu'avec l'émission obligataire donc de 500 millions dont nous avons parlé, la quote-part donc de l'obligataire est passée à 70%, alors que nous venions de 90, je crois, c'est-à-dire c'est cela. Et donc cela va nous permettre dans les années à venir
donc d'avoir accès à ce marché obligataire et en fonction de l'évolution des taux et des marchés surtout, donc d'avoir davantage de leviers pour mixer l'hypothécaire et l'obligataire. On recherche naturellement le meilleur coût. Un mot également peut-être sur la dette. Tout à l'heure, on a vu que il est dans la presse économique et financière, on évoque naturellement la perspective d'augmentation des coûts de la dette, donc des intérêts. Donc notre dette est totalement sous contrôle puisque tout le variable est couvert donc par des instruments de couverture. Et les 5% qui demeurent en variable vont être peut-être également sécurisés selon les opportunités de marché. Et puis un mot peut-être sur la surcote. Certains analystes donc, font valoir le fait que nous sommes surcotés. Aujourd'hui, donc, au moment où nous parlons par rapport à l'ANR de reconstitution, nous sommes surcotés de 10%. Mais il faudrait regarder ce que font nos confrères belges, puisqu'en France, nous sommes uniques sur cette classe d'actifs. Et nos confrères belges, que vous connaissez sans doute, que ce soit WDP, Montea, etc., VGP également, sont surcotés de 50% et plus. Voilà. Et donc, nous sommes plutôt confortables de ce point de vue-là. Voilà. Ceci étant dit, parlons des objectifs de 2022. Et préalablement, quelles sont nos perspectives sur un laps de temps un peu plus long, sur les 5 années à venir. Donc en termes de stratégie financière, nous voulons donc poursuivre notre croissance. Alors il est vrai que l'assiette de référence de croissance des revenus, cette assiette de référence monte tous les ans, donc en valeur relative, eh bien, on n'a plus de 10%, on est plutôt à 4-5. Donc poursuite de la croissance des revenus, et maintien de 150 millions d'investissements annuels. C'est ce que nous pratiquons depuis plusieurs années, mais avec effectivement donc des opportunités que nous avons su saisir et qui font que la moyenne des 150 millions a été largement dépassée, notamment en 2019 avec l'acquisition de Carrefour. Nous souhaitons également, enfin nous souhaitons, c'est plus qu'un souhait, nous allons augmenter régulièrement le dividende et nous avons donc comme en perspective dans notre collimateur ce ratio d'endettement avec un objectif à 5 ans de faire en sorte qu'il soit inférieur à 40%. Dans 5 ans, je vous rappelle que nous aurons à émettre une nouvelle obligation en remboursement de celle qui a été émise l'année dernière. Voilà, donc voilà un petit peu la stratégie financière. Stratégie RSE ou ESG, donc le développement d'autonomes, donc l'entrepôt à bilan carbone neutre, donc je vous rappelle, qui produit sa propre énergie verte pour son chauffage, rafraîchissement et son éclairage. Donc ça va être un facteur déterminant pour réduire les émissions de carbone, et c'est également favorable au bilan RSE donc de nos preneurs, de nos locataires. Et puis, donc nous visons une réduction donc, de 20% des émissions de CO2 du parc existant qui, lui, est chauffé au gaz. Pour 2022, les chiffres que nous affichons sont sous contrôle. Donc les revenus locatifs, nous prévoyons 163 millions de revenus locatifs, soit une progression de 4%. Ça a été légèrement impacté par la perte de loyer des sessions de 2021 et la quote-part qui reste encore à faire le mois prochain, ce qui représente presque 4 millions de loyers, ce qui aurait fait donc une progression de 6% à périmètre constant. Le résultat net, donc, il devrait progresser, lui, un peu plus que les revenus, donc à hauteur de 117 millions. Un dividende, tout à l'heure, on en a parlé, on projette 275, soit une progression de 6%. Et puis une LTV l'année prochaine, donc de 42%, c'est-à-dire encore moins 100 points de base. Et puis une progression toujours de l'ANR de référence qui est l'ANR NRV. Voilà le schéma. Voilà le schéma mis en perspective donc de 2022. Donc, alors, je dois dire que la valorisation, qui est le point culminant à droite,
il est évalué à taux de capi constant. Tout à l'heure, vous avez vu que nous sommes expertisés avec un taux, enfin valorisés plutôt avec un taux de 4,30%. Donc on a encore une marge de manœuvre certaine par rapport au taux prime qui se pratique sur des acquisitions ou sur des ventes d'entrepôts premium ou plutôt prime. Voilà. Voilà le schéma. Alors je ne sais pas où on en est. Oui, c'est ça. Alors je vous donne rendez-vous le 24 mars, ce sera notre assemblée annuelle. Et puis l'année prochaine, le 19 janvier, ce sera comme aujourd'hui, résultat annuel de 2022. Et nous serons en 23, naturellement. Voilà, merci de votre attention. Maintenant, nous allons opérer, si vous voulez, une séance de questions-réponses. Et donc, nous vous donnons la parole et nous nous prêtons volontiers à répondre à vos questions. Mesdames, Messieurs, vous avez maintenant l'occasion de poser vos questions. Si vous souhaitez maintenant poser une question, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. Pour rappel, si vous souhaitez maintenant poser une question, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. Merci de votre patience. La première question vient de la ligne de Florent Laroche-Joubert. C'est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais 3 questions, donc si vous me le permettez. La première question porte sur les investissements sur les années à venir. Donc, je comprends que vous gardez une moyenne sur le principe de 150 millions d'euros par an. Vous avez investi 240 millions d'euros en 2021. Est-ce que sur les 3 années à venir, on pourrait pas quand même voir des montants investis qui soient peut-être supérieurs à 150 millions d'euros? Deuxième question, donc vous avez effectivement un ratio LTV maintenant qui est de 43%. Est-ce que ça peut pas ouvrir des opportunités, je sais pas, de croissance externe ou justement d'opportunités d'investissement plus importantes? Et peut-être ma troisième question sur la valorisation du patrimoine, donc c'est plus 24% en 2021. Comment vous voyez finalement comment est-ce que vous voyez la valorisation des actifs évoluer en 2022? Enfin, je vous remercie. Ok. Je vais peut-être répondre, oui. En ce qui concerne, je prends la dernière question, donc en ce qui concerne l'évolution de la valorisation en 2022. Tout à l'heure, je l'ai rappelé, donc nous avons fait une évaluation, ou plutôt une projection à partir du même taux que celui de 2021, c'est-à-dire 4,30. Il est fort probable, effectivement, que ce taux soit encore comprimé et que ça ait pour effet de valoriser un peu plus, un petit peu mieux le patrimoine et en conséquence de faire baisser également la LTV. Donc ce sont des facteurs favorables mais qu'il est difficile de projeter parce que nous préférons établir une stratégie sur des bases certaines et ça après ce sont des facteurs favorables qui viennent s'ajouter à la certitude. Et donc la LTV, elle est effectivement... elle est désormais raisonnable. Nous avions la réputation d'être plutôt endettés. Ça reposait d'ailleurs sur une dette hypothécaire, ce qui est tout de même plus sécurisant. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de mur de la dette. Et donc là, avec le mixte maintenant obligataire et hypothécaire, nous allons manœuvrer, j'espère, astucieusement et intelligemment pour garder tout cela sous contrôle. Alors, vous parlez des investissements. Alors, il est vrai que nous regarderons des opportunités d'investissement extra. Là, aujourd'hui, quand on parle donc de 150 millions, pour vous donner un exemple, 2023, si vous voulez, le pipe est déjà rempli. 2022, il n'est pas rempli, mais on fait une petite pause. Et donc, les 106 millions, je crois, j'ai pas le chiffre en tête, non, c'est plutôt les 163 millions, pardon, donc de revenus, ne tiennent pas compte donc d'opportunités, donc d'acquisition. Alors nous les regarderons, et ceci dit, il faut désormais harmoniser, ou en tout cas maîtriser la croissance avec l'endettement, ou l'investissement plutôt, l'investissement avec l'endettement. Et donc, si nous devions
si nous devions faire une opération, je dirais, exceptionnelle, on mettrait en œuvre l'ingénierie financière qui va bien. Merci. D'accord. Merci. La prochaine question vient de la ligne de Viviane Maquet. C'est à vous. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. 3 petites questions de ma part aussi. La première, au niveau justement des opportunités sur le marché. Je voulais voir un peu qu'est-ce que vous voyez sur le marché actuellement. Est-ce que vous voyez des opportunités qui pourraient être, on va dire, à des conditions attractives? On avait une compression assez forte. Beaucoup d'acteurs qui cherchent à acheter des biens en France. Est-ce que pour vous, vous voyez encore des opportunités et est-ce que des opportunités sont comprises dans vos objectifs 2022? C'est ma première question. La deuxième porte sur l'augmentation des charges courantes. Si vous pouvez donner un peu plus de détails sur l'augmentation et quel niveau on peut attendre pour 2022. Et dernièrement, sur la politique du dividende, si je comprends bien, celle-ci est principalement dictée par vos objectifs d'endettement, d'avoir une LTV à 40% sur le moyen terme. Est-ce que ça sous-entend qu'une compression au niveau de votre taux de capitalisation pourrait entraîner une augmentation plus conséquente du dividende pour 2022 et les années suivantes? Merci. Oui, je vais commencer par la dernière, si vous voulez. Le fait donc d'avoir une valorisation supplémentaire ne modifie pas la rentabilité, puisque la rentabilité qui est affichée est celle qui compare le dividende et le cours de bourse. Alors il est probable que si effectivement la valorisation est en croissance, il est fort probable que le cours de bourse va augmenter, mais le cours de bourse, il est tout de même grandement en fonction donc de l'évolution des revenus. Et donc, pour le dividende, on regarde également l'incidence du dividende sur les flux. Tout à l'heure, Francis vous a dit que nous sommes pratiquement, si on simplifie, à 50%. Le dividende représente 50% donc, du cash flow net. Un peu moins dans la mesure où une partie du dividende peut être pris sous forme d'actions, auquel cas, en termes donc de cash, c'est un facteur favorable. Mais notre volonté est effectivement d'avoir une attention toute particulière sur l'augmentation des dividendes, parce que nous avions la réputation de ne pas être trop généreux. Eh bien, on va essayer de remettre les choses dans le bon sens de ce point de vue-là. Alors, quant aux opportunités d'acquisition, alors sur le marché, il y a effectivement des portefeuilles qui circulent. Un petit mot. Aujourd'hui, quand nous opérons des développements, nous avons fait d'ailleurs l'année dernière, les 240 millions en question ont été faits avec un taux de rendement de 5,75%, je crois, de mémoire. Alors qu'aujourd'hui, sur le marché, les portefeuilles dont vous parlez sont à 3,50, voire en dessous. Et là, aujourd'hui, il y a des capitaux donc, qui sont abondants et certains investisseurs ne sont pas nécessairement donc, des experts immobiliers et opèrent probablement ces investissements comme si c'était des investissements ou des placements obligataires, recherchant le rendement. Alors le sous-jacent est quelquefois mis entre parenthèses. Alors donc nous faisons très attention à cela. L'idéal serait que nous puissions dans les années à venir accroître notre part de développement pour compte propre et donc d'avoir moins d'acquisitions, parce que les acquisitions se font aujourd'hui à des taux très difficiles. Mais on peut mixer les deux. Pour vous donner un chiffre, si nous investissons 50 millions avec un rendement de 6%, donc il génère 3 millions de loyers, et si on fait le complément, c'est un exercice, 100 millions d'acquisitions à 3,5, la moyenne pondérée du rendement, donc lesquels 100 millions vont générer 3,5 millions de loyers, soit un total de 6,5 millions, ramené à 150, ça doit faire un taux de rendement global de 4,30. C'est exactement le nôtre aujourd'hui. Donc on pourrait le faire. Mais priorité est donnée à nos propres développements. Mais nous, encore une fois, la croissance est dans notre ADN et nous regarderons toutes les opportunités dès lors qu'elles sont bien fondées.
Peut-être sur l'augmentation des charges courantes, qui était la troisième question. Donc effectivement, nos charges courantes, on le voit sur la descente du résultat récurrent, ont augmenté sensiblement plus que les revenus locatifs. Ils ont augmenté, les charges ont augmenté de 20% par rapport aux revenus, qui ont augmenté de 10%. Ça provient essentiellement de phénomènes exceptionnels, mais qui sont quand même enregistrés dans le résultat courant. Par exemple, les refinancements que nous avons faits pour baisser le coût de la dette, ça s'est fait quelquefois sur des crédits baux et donc on doit lever l'option et ça génère des dépenses one-shot. On a également des frais qui ont été liés à la notation financière qu'on a obtenue et qui ne seront pas récurrents. Et également des lignes de crédit que nous avons souscrites cette année. On dispose dorénavant de 245 millions de lignes de crédit. Et donc il y a une commission qui est prise en compte dans ces charges courantes que nous n'avions pas avant. Tout ça pour dire que ces charges courantes n'augmenteront pas de façon aussi sensible l'année prochaine et seront même plutôt flattes par rapport aux dépenses de 2021. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. La prochaine question vient de la ligne de Charles Cooney. C'est à vous. Oui, bonsoir monsieur. J'aurais deux questions. La première, je voulais revoir avec vous sur un patrimoine de 3,7 milliards. Je voulais connaître la proportion de votre patrimoine qui est valorisé en taux prime. Et sur la partie qui est non prime, quels sont vos leviers pour les faire justement valoriser en taux prime? Est-ce que c'est lié à des prolongements de baux? Est-ce que c'est lié à du développement foncier? Est-ce que c'est lié à des conversions, à des installations de centrales photovoltaïques sur les toitures de vos entrepôts? Voilà, parce que c'est vrai que on ne peut pas appliquer un taux prime sur l'ensemble de votre patrimoine. Donc l'idée, ce serait de voir un peu quelle est la proportion de votre patrimoine qui peut être valorisé en taux prime. Ma deuxième question porte sur vos investissements. Vous avez évoqué 150 millions d'euros d'investissement annuel. Alors vous avez commencé à répondre partiellement à ma question tout à l'heure, mais quel est le yield on cost en fait sur ces investissements? C'est-à-dire que sur les 150 millions d'euros, est-ce qu'il y a que du développement en propre ou des acquisitions de portefeuilles existants? Voilà. Oui, ok. Tu répondre à la deuxième question, Roland. Comment dire, dans notre portefeuille, donc valorisé à 3 milliards 750 millions, quelle est, dites-vous, votre question, la quotité donc de taux prime et la quotité donc de taux donc de moindre intensité. Alors, d'une manière générale, la compression des taux a été surprenante et assez brutale au cours donc des deux dernières années. Et les experts ont été eux-mêmes probablement surpris par ce phénomène de marché et ont différencié quand même de manière assez importante les actifs placés en province hors de la dorsale, parce qu'il y a une histoire en France, on dit la logistique, c'est la dorsale, enfin, etc. C'est pas tout à fait juste. Il y a la dorsale, effectivement, notamment pour certains métiers, mais des entrepôts, il y en a partout. C'est tout ce qui est lié à la grande distribution, ou à la grande consommation plutôt, eh bien, ça, c'est selon la démographie de la France, et donc il y a des entrepôts donc également en province. Et ces entrepôts-là étaient effectivement sous-valorisés. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, tout à l'heure, quand quelqu'un a dit il y a des portefeuilles qui circulent, il y a un portefeuille qui s'est réalisé, qui s'est conclu l'année dernière au taux de 4, légèrement supérieur à 4, alors que c'était donc des entrepôts placés, situés en... C'était d'ailleurs public, parce que c'était donc le portefeuille Auchan, qui était donc situé en province, très, très vieillissant, et en réalité, il a été vendu à des taux exceptionnels. Alors, notre progression, enfin, si on la recherchait, mais bon, vous savez,
il n'y a pas d'urgence à survaloriser, surtout pas survaloriser, à revaloriser. Ce n'est pas du tout urgent. Ça va se faire naturellement par ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que sans agir sur la qualité des entrepôts qui sont de bonne qualité, il va y avoir une légère compression pour la raison que je viens d'évoquer. Ensuite, en fonction, ou compte tenu plutôt donc, de ce que nous avons dit précédemment, compte tenu donc, des difficultés à venir pour de nouveaux développements, nous allons légèrement modifier notre politique et réhabiliter fondamentalement donc, certains entrepôts peut-être vieillissants, dès lors que les fondamentaux sont bons, naturellement. Et ça, effectivement, ça permet donc de prolonger la durée de vie des entrepôts. Très souvent, on nous a posé la question quelle est la durée de vie d'un entrepôt. Eh bien, elle est très longue, dès lors que les fondamentaux sont bons, c'est-à-dire la structure, le dallage, enfin, etc. Après, il y a des éléments qui sont des éléments dynamiques comme les portes, enfin, etc. Mais ça ne va pas très loin. Et donc, il faut savoir faire cela. Et donc, nous allons le faire. Ensuite, vous avez parlé, je crois, quelle est la quotité de ce que nous développons et la quotité donc de ce que nous allons acquérir. Priorité est donnée à nos développements. Voilà, et nous allons essayer donc de muscler encore ce développement puisque c'est le plus rentable. En général, nous développons à peu près à 6%. Quand on achète, on est à 3,5%. Donc, je vous laisse prendre la décision pour nous. Hein, je crois que tu voulais peut-être dire un mot. Oui, c'est ça, pour répondre à votre question concernant donc notre stratégie d'investissement, et donc cela a été dit, donc notre plan donc sur les 5 années à venir est basé donc sur des investissements à hauteur de 150 millions d'investissements annuels, et donc on est prudent puisqu'on limite la quotité dans nos plans du développement à 50 millions. Donc avec une hypothèse de développement à 6%, donc c'est ce qu'on réalise, et on complète donc avec des 100 millions d'investissements et d'acquisitions, là pour le coup à un prix marché qui est donc à un taux à 3,5%. Et donc la résultante, c'est effectivement sur les 150 millions, la résultante c'est donc un taux de 4,30%. Voilà. Voilà, donc ça c'est très prudent puisque si on regarde ce qu'on a fait en 2021, on a fait 240 millions à 5,70%. Voilà. Donc cette quotité donc, de développement et donc d'acquisition, c'est variable d'une année à l'autre. Encore une fois, prioritairement, nous voudrions faire 150 millions donc, de développement. Et si on ne réussit pas à les faire, de manière à avoir quelque chose, donc une progression des revenus de manière aussi une progression aussi constante que possible, on fait donc des acquisitions, mais qui sont quand même subordonnées à la qualité de ce que nous trouvons sur le marché. Bon, je pense qu'on a répondu à votre question, j'espère. Sur le pourcentage de votre patrimoine valorisé en prime, vous avez une idée ou pas du tout si on raisonne globalement? Enfin, on n'opère pas tout à fait comme cela. Il est vrai que donc on a une grille, dans laquelle les taux prime concernent les entrepôts situés en région parisienne de récents, avec des durées résiduelles de baux importantes. Et puis effectivement, plus on descend, parce qu'on fait donc des classements, différents classements, mais notamment donc par un classement sur les taux. Et on se rend compte qu'en province, on a aujourd'hui quelques actifs qui ne sont pas sur une autoroute, etc., en province, qui sont aujourd'hui répertoriés ou évalués avec des taux de 6%. Or, nous savons très bien que ces produits-là, si on les mettait sur le marché aujourd'hui, ils partiraient en dessous de 4 parce qu'ils sont d'extrême qualité, avec des locataires de qualité, mais ils ne sont pas sur l'autoroute. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, je vais donc dire, pour vous donner quelque chose donc d'assez juste, me semble-t-il, à peu près 60% serait évalué au taux prime, et puis 40% donc que l'on peut naturellement doper encore en termes de taux si nous le voulions. Mais ce n'est pas nous qui le faisons, ce sont les experts. Je vous remercie, messieurs.
Merci beaucoup. La dernière question vient de la ligne de Stéphane Afonso. C'est à vous. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. J'aurais 3 questions de mon côté. Donc, tout d'abord, pour rebondir sur les précédentes questions, donc, vous parlez d'augmenter le mix des développements en compte propre par rapport aux acquisitions. Et de ce point de vue, est-ce que l'on pourrait avoir une idée de vos réserves foncières? Ma deuxième question porte sur les 240 millions d'euros qui ont été investis. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qui relève en fait d'Amazon et aussi comment réconcilier les 240 millions d'euros avec les 403 millions d'euros de la slide 28? Et enfin, est-ce que vous pourriez revenir sur la croissance des loyers? Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la croissance organique et notamment dans quelle mesure l'indexation a été appliquée en sachant que la durée ferme des baux a de nouveau été allongée? Peut-être toujours reprendre la dernière question, mais tu veux peut-être répondre? Oui, la première question portait sur la réserve foncière, et donc qui vont nous permettre effectivement de faire nos développements. Et donc dans notre schéma, donc comme on vous le disait, 50 millions par an de développement, donc ça représente environ 70 000 mètres carrés. Et donc nous maîtrisons environ des terrains, du foncier, donc que ce soit déjà en pleine propriété ou sous promesse. Nous maîtrisons donc des fonciers qui vont nous permettre de réaliser environ 300 000 mètres carrés d'entrepôt. Voilà. Donc à comparer donc à 70 000 mètres carrés qui est notre objectif annuel. Oui, sur les 240 millions. Oui. Il y avait une question, Francis, tu vas répondre. Oui, c'est ça. Donc sur le slide 28, qui est l'évolution de la valorisation du patrimoine, effectivement, donc les 240 millions d'euros représentent le prix de revient de nos investissements. Et on voit donc sur la slide 28 que c'est valorisé, donc à dire d'experts, à 403 millions. Donc c'est l'effet d'expertise comparé au prix de revient de nos investissements. Oui, quelle était la part, je crois, d'Amazon, c'est ça, non? Oui. Oui. Ensuite, vous avez une autre question sur la croissance des loyers organiques, dites-vous. Donc, on a vu que cette année, il y a eu une légère progression malgré un ILAT à la baisse. Mais donc, comme vous l'avez remarqué, les taux d'indexation repartent avec l'inflation. Ça, c'est un facteur favorable. Mais on n'a pas tellement intégré donc dans nos projections. Et la croissance, surtout organique, elle est due au fait que nous visons un taux d'occupation donc de 100%. Là, aujourd'hui, nous sommes à 90. Donc, il y a... Comment ? 99, pardon, oui. Et donc là, il y a un petit peu de perte au feu, mais très peu. Et c'est ce qui fait que la croissance organique, elle va être désormais fonction des indexations. En cas de renouvellement, nous ne sommes pas impactés par le niveau de loyer parce qu'on est donc dans l'ensemble au prix de marché. Et quand il y a un renouvellement, naturellement, on se met au prix de marché. Mais dans la mesure où il n'y a pas de surloyer nous sommes plutôt confortables là-dessus. Donc c'est assez pérenne, effectivement. Ça répond à votre question? Peut-être aussi revenir sur l'indexation. Donc, je crois comprendre qu'il y a 50% en fait des baux qui font l'objet d'un tunnel. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée en fait de la fourchette du tunnel? Ah oui, tu les Oui. as, oui. Alors, on a effectivement la moitié de nos baux qui font soit l'objet d'un tunnel, soit d'une préindexation. Et en fait, nous avons 20% de nos baux qui font l'objet d'un tunnel, avec un plancher qui est de 0. Donc, quand l'indice ILAT est négatif, on a une révision qui est nulle, avec une borne hausse qui est plutôt d'1,5%. Et les 30% restants sont des préindexés, où on arrive à négocier en moyenne de l'ordre de 1,5% d'augmentation, quelle que soit l'évolution de l'ILAT. Donc là, on a balayé la moitié de nos baux, et l'autre moitié est soumise en direct à l'évolution de l'ILAT. Ce qui fait qu'en 2021, où l'ILAT était négatif, était de moins 0,12%, on a quand même obtenu une révision qui est légèrement positive du fait de cette répartition de nos baux. Et en 2022,
On sait d'ores et déjà l'évolution de l'ILAT, puisqu'on révise avec des ILAT qui sont connus. Donc la révision de 2022 sera de 1,86%. Alors pas pour tout le patrimoine, parce qu'il y a tout ce qui a été livré l'année dernière, par exemple, bénéficie pas forcément d'une révision l'année suivante. Merci. Et sur les 240, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce qui relève d'Amazon ? Voilà, on a pu communiquer sur le loyer, donc on l'a dit, qui est de 9 millions. Le prix de revient, c'est un petit peu plus compliqué pour communiquer sur le sujet. Par contre, on va vous donner la clé tout de même, parce que j'ai vu qu'il y a un journal qui a fait un article là-dessus, ou plutôt dans son article, il faisait référence à un taux de rendement de 5,3. Eh bien, ce taux de rendement de 5,3 est faux, c'est 5,75. Donc, vous pouvez faire le calcul. Mais notre investissement était donc de l'ordre de 155 millions, je crois, sur les 240. C'était donc majeur. Et peut-être juste pour finir, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui reste comme échéance non encore relouée en 2022 ? Ah oui, le taux de vacances dont nous parlions, là. Oui, juste les échéances qui n'ont pas en horizon 2022, s'il y a des grosses échéances qui arrivent. Non, ah oui, donc non, il n'y a pas de fin de beau, il n'y a pas de sortie en 22. Non, nous avons aujourd'hui un actif qui n'est pas loué. Il est situé à Marne-la-Vallée, sur l'autoroute A4, très visible de l'autoroute. Et donc nous avons donc des contacts qui sont engagés, mais par prudence, nous avons considéré qu'il ne serait pas loué en 2022, et c'est lui qui représente effectivement la majeure partie donc de ce manque à gagner. Donc nous n'avons pas d'inquiétude particulière sur cet actif, qui est un actif très récent, qui a 6-7 ans, qui était initialement, dans lequel on a accueilli initialement Système U, indirectement d'ailleurs, parce qu'il y avait un logisticien qui était l'opérateur. Et puis Système U a modifié sa stratégie de supply chain, et donc il s'est trouvé disponible. Et donc là-dessus, nous avons des marques d'intérêt qui sont aujourd'hui en étude. Et donc pas d'inquiétude particulière. Notre objectif, c'est 100%, mais bon, à un moment donné, le 100%, il peut y avoir, lorsqu'il y a une relocation, il peut y avoir tout de même une durée de vacances. Merci beaucoup, c'était très clair. OK. Merci beaucoup pour vos questions. Nous n'avons plus de questions, donc je voudrais redonner la parole à M. Lalonde. Oui, eh bien, merci donc pour toutes ces personnes qui nous ont interrogés. Ça permet de clarifier peut-être certains points. Merci donc, mesdames, merci, messieurs, de votre attention. J'ai oublié de vous souhaiter tout à l'heure en début de séance une bonne année 2022, mais ça va de soi. Prenez soin de vous. Et donc, je vous donne rendez-vous. Nous aurons une assemblée le 24 mars à venir. Et surtout l'année prochaine, le 19 janvier, pour le même exercice qu'aujourd'hui, en espérant être en présentiel. Ce sera quand même plus agréable. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci de votre attention.